Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. La coalition démocratique pour une nouvelle constitution se dit très préoccupée par l'appel à manifestation lancé par le FNDC. La CODENOC accuse les membres du FNDC de tenir un double langage en faisant appel à une insurrection contre un régime légitimement et légalement établi. Vous les entendrez dans ce journal. Le port sec de Kagbeling à Dubreka est envahi par des constructions anarchiques. Ce domaine réservé de l'État est exploité par des particuliers. Les autorités ont l'intention de le récupérer. Le ministre Ibrahima Kourma était sur les lieux ce mercredi. Et puis la semaine spéciale Télémilé se poursuit sur nos antennes. Ce soir, nous irons dans la district de Leilegel, dans la sous-préfecture de Sarakali. Ce village dispose d'un patrimoine historique vieux de plus de 4000 ans. Idrissa Barry nous en dira plus. Encore une fois, bonsoir. La coalition démocratique pour une nouvelle constitution se dit très préoccupée par l'appel à manifestation lancé par le FNDC. Les membres de la CODENOC l'ont fait savoir ce mercredi à travers une déclaration rendue publique à leur siège à Kaloum, faisant allusion aux manifestations que les membres du Front national pour la défense de la constitution veulent entamer lundi prochain. Ils parlent d'une démarche irresponsable et antidémocratique qui sape les fondamentaux de la République. Suivez. La coalition démocratique pour une nouvelle constitution, CODENOC, est sérieusement préoccupée par la déclaration du 7 octobre 2019 d'acteurs de la vie nationale réunis au sein du groupe dit du FNDC, dans laquelle ils appellent les Guinéens à l'insurrection à partir du 14 octobre prochain. La CODENOC dénonce avec fermeté une déclaration totalement irresponsable et antidémocratique qui sape tous les fondamentaux de la République et de l'État de droit et fait peser de sérieuses menaces sur la paix, la quiétude sociale et la sécurité des citoyens. La CODENOC regrette que ces acteurs du FNDC n'aient pas pris part aux récentes consultations nationales engagées par M. le Président de la République et dirigées par M. le Premier ministre sur des questions de préoccupation nationale et qui auraient pu servir de cadre légal pour la prise en compte de leurs avis et leurs positions sur les enjeux nationaux du moment. Et puis la CODENOC accuse les membres du FNDC de tenir un double langage en faisant appel à une insurrection contre un régime légitimement et légalement établi. Ils appellent par la même occasion au respect des valeurs démocratiques et républicaines. Et je vous propose de suivre un autre extrait de leur déclaration et suivez. La coalition démocratique pour une nouvelle constitution dénonce le double discours des acteurs du FNDC qui prétendent défendre la constitution de 2010 alors que le mouvement, depuis son avènement dans la vie publique, par ses prises de position et son discours, viole systématiquement les principes fondamentaux de la démocratie, notamment le droit inaliénable et imprescriptible du peuple de Guinée à se doter de nouvelles lois fondamentales et d'institutions légitimes. La CODENOC constate que l'appel lancé par les acteurs du FNDC aux opérateurs économiques et aux sociétés établies dans le pays à cesser toute activité, ainsi qu'aux automobilistes et autres propriétaires d'engins roulants à les immobiliser n'est qu'un appel à l'insurrection et à un coup d'État contre un régime légitimement et légalement établi. La CODENOC invite l'État à assumer pleinement et partout sur le territoire national, dans les conditions et formes prescrites par les lois, toute la sécurité et la sûreté des personnes et de leurs biens. Ces propos sont recueillis par Al-Gassim Mouyaliba et Lamine Silla. Le gouvernement guinéen a répondu hier au Front national pour la défense de la Constitution dans une déclaration rendue publique ce mercredi par le ministre de l'Administration du territoire. Le gouvernement met en garde ce front qui appelle à des manifestations illimitées. À compter du lundi prochain, le général Bourema Condé dit sa volonté de protéger les citoyens et leurs biens. Suivez cet extrait. Nul ne peut dénier au peuple de Guinée son droit inaliénable de se prononcer sur la réorganisation des pouvoirs publics
et des libertés fondamentales s'il en exprimait le besoin. Le gouvernement prend à témoin l'opinion nationale et la communauté internationale des intentions manifestement préméditées d'un groupe de citoyens qui prétend prôner l'état de droit, la démocratie et la paix par des déclarations incendiaires et des velléités de paralysie du pays. Le gouvernement tient à rappeler que récemment, un cadre institutionnel de large consultation nationale a été instauré sous l'égide du Premier ministre chef du gouvernement pour recueillir tous les avis et suggestions de l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays sur les sujets de préoccupation nationale. Le gouvernement guinéen, fort de ses prérogatives régaliennes, rassure le peuple de Guinée que sa sécurité et sa quiétude ne seront aucunement affectées par des agissements contraires aux pratiques républicaines. Le Premier ministre a annoncé ce soir la fin des consultations nationales à travers une sortie sur les ondes de la RTG. Ibrahima Kassori Fofana dit avoir remis au chef de l'État le rapport de ses rencontres avec les acteurs sociopolitiques guinéens. Suivez cet extrait. Je viens de remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, le rapport des consultations inclusives qu'il m'a fait l'insigne honneur de conduire. À l'issue de l'exercice que nous venons d'achever, pendant 2 semaines, présidents d'institutions républicaines, leaders politiques, chefs religieux et acteurs de la société civile se sont relayés au siège du gouvernement. Avec enthousiasme et ferveur, ils ont fait entendre leur voix, partager leurs opinions et leurs recommandations sur les questions de préoccupation actuelles et sur le devenir de notre chère Guinée. Notre démarche a consisté à écouter tout le monde, sans prendre parti, ni ouvrir de débat pour en rendre fidèlement compte à Monsieur le Président de la République. Il lui revient à présent, dans la sagesse et la clairvoyance que nous lui connaissons, d'en tirer les conséquences pour le bien de notre pays. Et puis, nous l'avons appris ce mercredi matin, le colonel Bala Samoura, suspendu il y a quelques semaines, a été rétabli dans ses fonctions de directeur général régional de la gendarmerie de Conakry. Et selon un décret dont on a pu voir copie, l'officier revient plus renforcé. Il a désormais la responsabilité de diriger les unités d'intervention de la gendarmerie. À noter que cette levée de la suspension du colonel Bala Samoura intervient alors que le délai de 3 mois prévu par la sanction administrative n'est pas arrivé à terme. Il intervient surtout à quelques jours de la manifestation annoncée par le FNDC. Plusieurs maisons seront bientôt détruites à Dubreka sur un domaine réservé de l'État. Il s'agit du port sec d'une superficie de 147 hectares. Il est occupé anarchiquement par des citoyens à travers des constructions multiples. Après une visite sur les lieux ce mercredi, Ibrahima Kourouma menace les autorités du quartier et ses cadres de poursuites judiciaires. Des menaces auxquelles Madame le chef de quartier de Kagbélé ne semble pas croire. Alcéni Bari et Yacouba Traoré. Le problème, c'est ce domaine, le port sec de Kagbéling. D'une superficie de 147 hectares, ce patrimoine de l'État devrait servir de relais au port autonome de Conakry, notamment pour le stationnement des conteneurs, le stockage et également un espace réservé aux produits dangereux. Hélas, aujourd'hui, la zone est occupée par les citoyens et certains responsables haut perchés au sommet de l'État. Le ministre de la Ville est déterminé à récupérer cet ensemble. L'huissier qui viendra pour voir les populations installées, l'huissier viendra leur donner un document pour signifier
qui sont installés de façon illégale. Et s'ils ont des documents qui les permettent de dire qu'ils sont propriétaires du terrain ou qu'ils ont des documents légaux, en ce moment, ils se dirigera. Nous allons mettre sur pied une commission, le ministère des Transports, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, le ministère le port et nous-mêmes. Nous allons mettre sur pied une commission qui va récolter toutes ces données, tous ces éléments et tous ces documents et nous allons vérifier la légalité des documents au maximum dans une semaine. Un point sur la table, Ibrahima Kourouma sort les griffes et met en garde tous ceux qui vendent ces lieux aux citoyens et promet des sanctions. L'ensemble des gens qui seront impliqués dans une situation, je veux parler des chefs de quartier, je veux parler des maires, je veux parler des travailleurs du port, je veux parler des travailleurs du ministère du Transport, je veux parler des travailleurs du ministère de l'administration du territoire. Tous ceux qui seront impliqués dans cette situation paieront. En tout cas, les sanctions seront prises. Des mots qui n'ébranlent pas les autorités du quartier, qui réitèrent leur soutien à la population. Depuis l'an 2006, ils ont les papiers. Moi, je suis monté à l'an 2009. Je ne suis pas impliqué. Je ne suis pas impliqué. Je les aide seulement ma population, mais je ne suis pas impliqué. Partout où je vais parler. Mais je suis avec ma population quand même. C'est en 2002 que le président Lansana Conté a affecté cette zone au port autonome de Conakry pour des activités portuaires. Selon des informations, les premiers occupants avaient été déguerpis avant de revenir pendant la transition. Un cadre de concertation s'est ouvert à Conakry ce mercredi sur la gestion des produits et des substances chimiques. Et l'objectif de cette rencontre est d'harmoniser les efforts des points focaux des différents départements ministériels, mais aussi réglementer le secteur. Gibril Ba et Ibrahima Souri Kamara. Selon un constat des environnementalistes, la gestion des substances chimiques devient préoccupante, alors que la Guinée a pris des engagements internationaux pour la protection de l'environnement. Il est temps, selon Oye Guilavogui, de mener des actions susceptibles pour combler les attentes. Il n'y a plus qu'à démontrer le danger que courent les États dans l'utilisation, n'est-ce pas, des produits, des substances chimiques. C'est extrêmement dangereux. Les autres pays, déjà depuis très longtemps, ont pris des dispositions pour réglementer l'utilisation de ces produits. Autre facteur qui est aussi au centre des débats, c'est cette urbanisation accompagnée d'une plus grande consommation de produits manufacturés. Ce scénario conduira, selon ses participants, à une augmentation accrue des produits d'entretien. Nous avons remarqué effectivement qu'il n'y a pas, s'il faut dire, une réglementation pour tous les départements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure où tous les départements effectivement peuvent se retrouver pour parler de la gestion des produits de substances chimiques. Koulibaly saisit la problématique et décrit les méfaits des substances chimiques. Je vais prendre un exemple sur les produits chimiques qui rentrent dans la fabrication des explosifs industriels à usage civil. Je n'irai pas en profondeur parce qu'il s'agit des explosifs. Vous voyez le nitrate d'ammonium, c'est un produit chimique. Une des matières clés qui rentrent dans la fabrication des émulsions. Les moyens dont dispose la Guinée pour participer aux négociations internationales relatives aux produits chimiques sont pour l'instant limités, a indiqué le ministre de l'Environnement. Et comme un peu partout à travers le pays, la reprise des cours a aussi été morose au centre de formation professionnelle CFP de Matoto. Dans les salles de classe et ateliers, les élèves sont rares, une situation qui préoccupe les enseignants et les responsables du centre. L'insalubrité du centre, le manque de matériel de travail et la mauvaise cohabitation avec le marché de Matoto sont aussi des tristes réalités constatées sur les lieux par Abdoulaye Sadio Diallo et Kerno Sadouba. Koivogi Madeleine en pleine activité dans la section chaudronnerie du centre de formation professionnelle de Matoto. Parmi les 309 élèves en classe de 2e et de 3e année, elle fait partie des rares qui ont repris le chemin de l'école. La rentrée, Dieu merci, ça va, parce que je suis là avec les amis, on travaille très bien. Il y a beaucoup de personnes. Si Madeleine se réjouit de ce qu'elle appelle une affluence en cette période de reprise des cours, Ali Badara, le maître, pense qu'il n'y en a pas. Il dit disposer de tout le matériel lui permettant de travailler avec ses élèves, mais il n'est pas satisfait du nombre d'apprentis présents en ce moment. Les élèves ne se sont pas présentés, c'est les 25% qui sont là. En principe, je suis avec la 3e année, mais les élèves qui sont là, 30 personnes, je n'ai que 10 personnes. Cette reprise morose des cours au CFP de Matoto touche aussi la filière maçonnerie où 5 élèves seulement se sont présentés ce mardi. Mais c'est mieux qu'en menuiserie industrielle. Ici, malgré la présence des maîtres,
Aucun élève n'a daigné reprendre pour l'heure, d'où la colère de ce formateur qui interpelle ici élèves et parents d'élèves. J'accuse entièrement d'abord les parents. Et les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas la conviction. C'est comme s'ils ne veulent pas apprendre un métier. Et pour développer un pays, il faut un métier. En plomberie sanitaire, nous les avons trouvés en situation de classe. 12 élèves qui sont présentés. Nous avons nettoyé l'atelier et proprement, j'ai donné le programme, l'emploi du temps. Les élèves de la première année, eux, sont attendus au CFP de Matoto dans les prochaines semaines. Mais déjà, à l'administration du centre, une inquiétude est soulevée. Le département de tutelle les propose de recevoir un effectif nettement supérieur au nombre de places disponibles. Cette année, il y a eu 1443 candidats avec un besoin exprimé de 210 compte tenu des capacités de nos salles. Ça, c'est pour toutes les filières. Pour toutes les filières, puisque nous avons 6 filières ici. Nous avons la menuiserie et ébénisterie, la plomberie sanitaire, la maçonnerie, la chaudronnerie, la mécanique auto et l'électricité du bâtiment. Les élèves du CFP de Matoto n'ont pas massivement répondu au premier jour de la rentrée, mais la direction aussi semble ne pas avoir pris toutes les dispositions à son niveau. L'enceinte du centre n'est pas désherbée, les conditions d'hygiène ne sont pas satisfaisantes, un travail qui attend les apprenants. Le chargé de travaux nous a informé que nous allons faire l'assainissement le samedi. Parlant d'insalubrité, les accès de l'école aussi sont sous l'emprise de la boue et des ordures. Pour le directeur du centre, cela fait suite à la mauvaise cohabitation d'avec le marché de Matoto. L'enclavement de notre CFP, de notre institution, et l'envahissement même de c'est-à-dire du portail de notre institution par le marché. On cohabite avec le marché ici. Et si nous avons des difficultés aujourd'hui majeures, c'est ça. Et ce combat, il y a 3-4 ans, on a touché à toutes les parties pour qu'ils nous aident à ce que le marché la quitte, impossible. Pour Lansine Keita, le problème de l'école qu'il coiffe s'appelle vétusté du matériel de travail. De part et d'autre, des équipements qui sont vétus, dépassés même. Parce que si je prends aujourd'hui la mécanique auto dans cette institution, c'est des gens qui sont dépassés. Ces bâtiments construits en 1980 servaient initialement à abriter d'autres types de formations avant d'accueillir le CFP en mars 2017. Mais les murs tiennent toujours bon et bénéficient de réfections temporaires, selon la direction. C'est un reportage grand format signé Abdoulaye Sadio. Le groupe scolaire Miot Bawal à Koloma, dans la commune de Ratoma, a rouvert ses portes en début de semaine. La fondation ainsi que son personnel propose des programmes innovateurs aux parents d'élèves et affiche de grandes ambitions avec une rigueur sans faille pour aboutir à un résultat promoteur. Publié reportage Kadia Diallo et Ibrahim Souma. Situé à Koloma dans la commune de Ratoma, le groupe scolaire Miot Bawal a procédé officiellement à la rentrée scolaire session 2019-2020. Cette école s'inscrit dans un nouvel élan de dynamisation de ses programmes. La fondation, plus que déterminée pour être à la hauteur des attentes du corps professoral. On est en progrès constant, ce qui fait que cette année, parmi les écoles de la contrée, nous avons négocié avec une société de la place pour outiller l'école en informatique. Donc cette année, toutes les classes du secondaire vont sur le cours d'informatique, excepté des classes d'examen. Fort d'une expérience de 16 ans dans le secteur éducatif, le groupe scolaire Miot Bawal bat un record fulgurant avec un effectif de plus de 900 élèves. À date, l'école affiche ses ambitions de renforcement de ses capacités pour avoir plus de lauréats courant cette année. Les enfants, non seulement ils sont engagés à travailler, les enseignants sont dévoués, la direction se met vraiment à la tâche pour que les enfants suivent régulièrement les cours. Là, il n'y a rien à dire, tout est au point, tout va bien. La fondation de Miot Bawal, dans sa volonté et engagement dans le secteur éducatif, a instauré des programmes innovateurs, censés répondre au programme de l'enseignement supérieur.
avant d'éviter de livrer les jeunes au chômage. Nous avons assez d'écoles aussi environnantes ici autour de nous. Mais avec cette distance-là, je pense bien qu'ils ont choisi cette école pour ce qui est là, pour la rigueur ici que nous avons imposée. L'engagement ici, c'est une éducation de qualité. Si vous regardez un peu notre devise ou notre slogan, si Joespa TV c'est regardons mieux, ici nous avons un regard différent sur l'éducation. Donc c'est ce regard-là, c'est donner un aspect parce qu'on a tendance à que les universités forment des chômeurs. Ici, pour cette année, nous avons instauré non seulement l'informatique, nous allons faire des cours de leadership, de management, de cours de développement personnel. Depuis 2012, le groupe scolaire Miod Bowal présente des candidats au baccalauréat. Le complexe se félicite du travail efficace du personnel enseignant pour les résultats engrangés durant le parcours. Orientation des journalistes sur la lutte contre le paludisme en Guinée. C'est une initiative du Programme national de la lutte contre le palud en partenariat avec la CPS. Et ce mercredi, des responsables dans ce domaine étaient face à la presse pour leur expliquer les dotés d'outils pour l'élimination de la maladie. C'est un public reportage de Guy Rilba, rendu en studio par Mohamed Valek Touré. Les médias aussi se mettent en ordre de bataille contre le paludisme. La maladie a fait l'objet de plusieurs explications pour les journalistes. Première cause de la mortalité en Guinée, le Programme national de lutte contre le palud voudrait amener la Guinée vers la préélimination de la pathologie d'ici 2022 en réduisant la morbidité et la mortalité liées au paludisme de 50% par rapport à 2016. Tout ce que nous avons comme chiffres dans un langage communautaire, tout ce que nous avons comme difficulté d'abord de la population pour les amener à faire leur part de responsabilité, l'assumer dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Chaque 3 ans, le Programme national de lutte contre le palud lance une campagne de distribution des moustiquaires. Cette année, plus de 2 millions de ménages ont été servis. Nous constatons malheureusement que dans la population, il y a encore des gaps de compréhension de certaines de nos actions clés que nous menons. Si nous n'y prenons garde, nous risquons de faire beaucoup de choses et on ne va pas forcément atteindre le but qui est compté, qui est escompté, qui est de lutter vraiment et d'endiguer cette endémie en Guinée. Le paludisme continue de faire des victimes. Aujourd'hui, l'implication des leaders d'opinion tels que les médias sont sollicités par ceux qui pilotent le PNLP. C'est cette communication avec la presse aujourd'hui qui peut amener nos populations à s'approprier de tous nos actes afin que leur engagement, leur dévouement, leur participation soient assumés. En 2018, 800 000 enfants de 3 à 59 mois ont été traités. Ensuite, 480 000 sont protégés du paludisme. Et cap à présent sur Télémilé, plus précisément dans le district de Leilegel de la sous-préfecture de Sérékali. Ce district dispose d'un patrimoine historique vieux de plus de 4000 ans. Il s'agit d'une grotte préhistorique qui servait d'habitation et de refuge pour les anciens qui y vivaient. Mais malheureusement, ce site touristique est méconnu. Idrissa Bari et Gibril Kaba Kamara nous font découvrir ce site préhistorique. Selon le vice-maire de la commune rurale de Sérékali, la présence de cette grotte préhistorique a été découverte dans les années 700. Elle a aussi servi d'abri au premier érudit Thierno Motiliko, venu pour islamiser les autochtones d'alors. Avec son troupeau, il a voulu s'installer au bas-fond. Il était obligé de chercher des passages, puisqu'à l'époque, vraiment, c'était pas facile de joindre les bouts. Donc c'est à cet effet qu'ils sont descendus par le dorsal de la montagne et suivre le flanc jusqu'à la traversée à travers un arbre qui reliait deux falaises. Donc ils sont descendus par là-bas pour aboutir au bas-fond. Avec la colonisation, cette grotte servait de refuge aux habitants de ce village qui fuyaient les exactions du colon. Un secret qualifié de mystère qui a poussé les anciens de maudire toute personne qui dévoilerait aux Blancs d'alors l'existence de ce site préhistorique. Elle servait de refuge, ça c'est dingue, mais puisque ça date près de 4000 ans, il y en a à l'époque, il n'y avait pas d'habitation, ça servait aussi d'habitation. Il n'était pas permis à tout le monde de dévoiler ce secret.
Ce n'est que dans ces dernières années, puisque nous, quand nous avions été à l'école en 1956-57, notre maître nous avait conduits ici. Mais les sages d'alors disaient qu'ils avaient maudit tout individu qui aurait montré cela à un blanc. À l'intérieur, on peut y apercevoir des signes marquant la présence des hommes préhistoriques, nous confie ce guide touristique. Plus loin, il affirme que c'est dans les années 90 qu'un instituteur a fait un document sur la présence de ce site. Mais les habitants de l'Eléguel souhaitent que cette grotte soit mise dans la cartographie touristique de la Guinée pour attirer les touristes à venir découvrir ce patrimoine historique. Les gens ont besoin de découvrir cette grotte, mais nous aussi, nous sommes très fiers aujourd'hui de vous recevoir ici. Pourquoi? Parce que nous estimons que très certainement, nous allons bénéficier de ce don spirituel, puisque c'est Dieu qui nous l'a donné, pour quand même participer au développement de Sarekeli et notre jour, pourquoi pas le développement de Télémélé. Malgré son enclavement, la préfecture de Télémélé dispose de plusieurs patrimoines historiques et des sites touristiques non viabilisés par les ministères en charge de la culture et le tourisme. La mise en lumière de ces sites pourrait permettre un développement économique et social de cette localité qui semble être oubliée par les autorités guinéennes. La sous-préfecture de Wonkifon, située à plus de 65 km de Conakry, possède des infrastructures sanitaires, un centre de santé et 12 postes. Cependant, le centre de santé est confronté à quelques difficultés, notamment le manque d'ambulances et d'eau potable. Rosaline Gotemonemou et Akouba Traoré. La sous-préfecture de Wonkifon, composée de 15 districts, dispose de ce centre de santé. Ici, on s'occupe uniquement des soins primaires. N'étant pas un centre de santé amélioré, les cas ne relevant pas de son ressort sont transférés à l'hôpital préfectoral de Koya. Il n'y a pas de césarienne, il n'y a pas de chirurgie, même petite chirurgie, il n'y en a pas. On fait le bulletin de référence, on dit aux parents, envoyez le malade à l'hôpital. Ce centre de santé coordonne 12 autres postes de santé de la localité. Il manque, entre autres, de clôture, d'eau et d'une ambulance pour des cas d'urgence. Mais il n'y a pas d'ambulance pour le centre. C'est un problème. C'est un problème parce que imaginez-vous la nuit, vous dites à un parent d'envoyer un malade ou une femme qui doit accoucher mais qui n'arrive pas et que ça sera une nuit tardive. Le problème au niveau de ce centre aussi, c'est le problème d'eau. À 2 reprises, on fait le forage, mais ça ne donne pas. C'est l'adduction qui n'est pas faite. On n'a pas d'eau. Et les bâtiments sont bien faits, mais il n'y a pas de cours aussi. Un autre problème inquiète les agents de ce centre de santé. C'est celui des femmes en état de famille qui commencent la consultation prénatale dans les cliniques. Ces agents de santé les invitent à se rapprocher pour bénéficier d'un suivi plus professionnel. Du côté des femmes en grossesse aussi, les femmes, certaines femmes prennent des carnets de santé dans les cliniques, dans des petits coins. Et là-bas, on ne leur vaccine pas contre le tétanos. Donc il faut une sensibilisation à ce niveau, que toute femme en grossesse doit prendre le carnet au centre de santé. Parce qu'au centre de santé, on le vaccine contre le tétanos. La population de Wonkifon est estimée à 36 690 habitants, suivant le recensement général de la population et de l'habitat de 2014. Et puis cette brève avant de se quitter, renversé en Coupe de la Confédération après avoir été éliminé en Ligue des Champions par le club algérien JS Kabylie, le Orea disputera désormais le tour cadrage de la Coupe CAF. À l'issue du tirage au sort effectué ce mercredi par la CAF, le champion de Guinée est tombé sur Bandari, un club kenyan. Le Orea recevra Conakry le 27 octobre prochain au compte du match aller avant de se rendre à Nairobi le 3 novembre pour le match retour. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.